retour dans l'Africa Newsroom. Nos éditorialistes Gracien Roukini, Kiza Malika Cher et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Au Burkina Faso, le Conseil national de transition aux affaires a voté un nouveau code minier qui consacre désormais 1% du chiffre d'affaires des entreprises minières au profit des collectivités locales. Il remplace l'ancien code de 2003 et ce nouveau code, selon les autorités, vise non seulement à renforcer la protection de l'environnement, mais aussi à impliquer les sociétés minières dans le développement des communautés locales. Mais alors, est-ce que ce code ne risque-t-il pas de dissuader les entreprises et les investisseurs dans ce secteur? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Depuis 2009, l'or est le premier produit d'exportation de Burkina Faso. La production d'or a supplanté en 2009 le coton, autrefois premier produit d'exportation, à la faveur d'un code minier adopté en 2003. Le pays est quatrième producteur d'or d'Afrique derrière l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Selon les chiffres officiels, plus de 900 autorisations et titres miniers ont été délivrés, avec 9 mines d'or qui sont entrées en exploitation et 4 qui sont en construction. En 2014, les recettes fiscales perçues par l'État ont été établies à près de 169 milliards de francs CFA, des résultats dus à un code minier jugé attractif et favorable aux investisseurs et ne profitant pas aux populations. La société civile burkinabé a réclamé pendant de nombreuses années la relecture de ce code. C'est ainsi qu'après plusieurs années de tractation, un projet de loi est soumis par le gouvernement pour adoption. Il a été adopté le 26 juin 2015 par les parlementaires de la transition. Alors pourquoi un nouveau code minier? Quelles sont les innovations qui ont été introduites? Ce nouveau code ne risque-t-il pas de décourager les investisseurs? Le Burkina Faso, qui n'est pas un pays de tradition minière, connaît depuis quelques années un boom minier, principalement sur l'or. Le pays dispose en effet de plus de 70 000 km² de superficie potentiellement riche en minerais. L'or fait partie des secteurs florissants et contribue considérablement au budget de l'État. C'est ce qui ressort du discours sur l'état de la nation prononcé le vendredi 12 juin dernier devant les parlementaires de la transition. Nous constatons un attentisme des investisseurs suite à la crise sociopolitique qu'a connue notre pays. Malgré ce contexte défavorable, les prévisions de production minière se sont confirmées. La quantité produite est passée de 32,5 tonnes en 2013 à 36,5 tonnes d'or métal en 2014. Cet accroissement s'explique par l'entrée en production d'une nouvelle mine qui a produit 7,8 tonnes en 2014. Depuis 2009, l'or est le premier produit d'exportation au Burkina Faso. Il détrône ainsi le coton et contribue à 5% du produit intérieur brut du pays. Pour réguler ce secteur, un code minier a été adopté en 2003. Un texte avec des avantages fiscaux importants dont l'objectif était d'attirer les investisseurs. Depuis les années 2003, jusqu'à surtout 2006-2007, on a un boom minier. Donc notre économie a passé la phase d'une économie à dominance cotonnière vers une économie d'essor minier où aujourd'hui les mines sont le premier secteur d'exportation du pays. Les mines ont une place importante dans la valeur ajoutée et sont en essor dans le pays. Depuis plusieurs années, la société civile au Burkina réclame 1% du chiffre d'affaires des entreprises minières. Ces organisations souhaitent que cette somme soit consacrée au développement des communautés riveraines touchées par l'exploitation minière. Si nous voulons vraiment que les communes impactées décollent, il faut faire plus. Et nous avons souhaité que ce soit 1%. Et nous n'avons pas choisi 1% au hasard. C'est après des études que nous avons faites avec l'aide de professeurs de l'université que nous avons pensé que ce 1%-là était bon. Parce que d'autres personnes estiment que les richesses du sous-sol sont nos richesses, 1% c'est peu. Nous avons dit non, il ne faut pas tuer, comment on dit encore, la poule aux œufs d'or. Donc, les miniers vont gagner, nous aussi on va gagner. L'or est une ressource non renouvelable. Les conséquences économiques, sociales, environnementales et culturelles de son exploitation auront, selon des analystes, des effets sur le long terme. Pour eux, l'exploitation minière étant une production isolée, il est souhaité qu'elle soit en lien avec les autres secteurs de l'économie du pays. Que l'économie minière ne soit pas maillée, ne soit pas ancrée, ne soit pas articulée
aux autres secteurs de notre économie nationale et qu'ils ne permettent donc pas de faire en sorte que son émergence puisse amener dans son sillage celui des autres secteurs comme l'agriculture, comme les services, comme l'élevage, qui aurait pu être un bon point d'articulation avec la mine, parce que les exploitations industrielles minières sont très consommatrices de viande, par exemple. Donc ça, c'est dommage, mais aussi que cette économie minière n'est pas productrice d'une économie des ressources humaines, parce que les recettes que l'État prélève sur les mines, on ne voit pas un usage absolument important qui en est fait dans la fabrication du capital humain, en termes de construire des écoles et des universités de grande qualité, en termes de construire un système de santé de grande qualité. Le nouveau code minier crée 3 différents fonds. Des fonds pour la sécurisation des sites miniers ou encore la lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés. Ces fonds seront aussi destinés au financement de la recherche géologique et minière et au soutien à la formation en sciences de la terre. Quand nous avons rencontré les sociétés minières, elles ont tenu à nous faire comprendre que si nous on crée les fonds miniers pour le développement local, dans ce cas, qu'on va imputer la RSE de ce fonds-là. J'ai souri en disant « Ah, tiens, ça tombe bien. Vous dites que vous réalisez la RSE et par conséquent, on ne devait pas créer le fonds minier pour le développement local parce que vous êtes déjà dans cette dynamique. Mais vous venez de me faire comprendre que si nous, on crée le fonds minier pour le développement local, on va imputer ça de la RSE. On va imputer la RSE de ce fonds. J'ai compris que le fonds minier de développement local est supérieur à la RSE. Au Burkina Faso, chaque industrie minière doit céder 10% de son capital gratuitement à l'État. Une clause qui figure toujours dans ce nouveau texte, avec pour perspective l'entrée du secteur privé burkinabé dans le capital de ces industries. On incite les nationaux à le faire, mais j'avoue que ça met du temps. On constate beaucoup plus l'intérêt pour des sites artisanaux, les petits, les semi-mécanisés. On est en train de voir dans quelle manière on peut formaliser ça pour inciter les nationaux eux-mêmes à vouloir investir dans la recherche minière et éventuellement aussi dans l'exploitation minière. Et même que l'État, de toute façon, les nouveaux codes en cours actuellement, parlent de la possibilité de ne pas figer seulement la participation de l'État à 10%. Autrefois, les entreprises minières avaient des avantages fiscaux énormes. À titre d'exemple, pendant que les autres entreprises payaient 27,5% des taxes, ces sociétés ont une bonification de 10 points et ne payaient que 17,5%. Une clause supprimée dans le nouveau code minier. Les investisseurs viennent quand les cours sont bons de l'or, surtout comme nous parlons de l'or. C'est vrai, la plupart des études que j'ai vues, qui ont été faites par les sociétés qui exploitent actuellement, ça se situe autour de 750 $ l'once. Aujourd'hui, l'once est entre 1200 et 1300 $. À un moment donné, c'était à 1800 $. Donc, à ce cours-là, on pense qu'elle gagne toujours. Et nous aussi, on doit pouvoir gagner. Mais le jour où les cours vont s'effondrer, si vous voulez, nous dites-leur de ne pas payer d'impôts, elles vont partir. L'exemple le plus frappant, c'est Poura. La mine de Poura a reçu en novembre 1998 12 milliards de la part de l'Union européenne. Et en août, elle a fermé. En août 1999, elle a fermé. Tout simplement parce que les cours se sont effondrés. Et ce n'était plus rentable. Donc, ce n'est pas une question d'imposition. Somme toute, l'objectif de ce code, selon les observateurs, est la transparence dans la gestion des entreprises minières. Selon la société civile qui a lutté pour son adoption, cette opacité dans la gestion est inacceptable et est souvent source de tensions sociales. À partir de maintenant, chaque site minier va subir un audit tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il y aura un audit pour savoir si les sociétés minières respectent leurs engagements en matière de gestion de l'environnement. Le Burkina Faso représentait en 2010 moins de 1% de la production aurifère mondiale, 7% pour l'Afrique de l'Ouest au total. En 2013, le pays a été déclaré pays conforme à l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Aussi, il faut noter qu'au Burkina Faso, environ 4 millions de personnes vivent de l'orpaillage.
Le pays dispose de plus de 300 sites artisanaux avec une capacité d'extraction d'environ 400 kg d'or par an. Là, tu fais comme ça. Malik, il était temps de réformer ce code de 2003 ? Oui, mais je pense que le problème est plus profond. Accorder 1% pour les collectivités, là où se trouvent justement les gisements miniers, c'est bien, ça part d'une bonne intention. Je pense que c'est une bonne chose. Mais moi, sur ce sujet-là, des mines, des réserves naturelles, je pense que c'est une question de souveraineté et qu'il est bon pour les pays d'avoir de créer, je sais que ce n'est pas tout le temps évident, des sociétés nationales pour l'exploitation justement de ces mines, parce que je pense que là, si on laisse finalement son sous-sol aux autres entreprises étrangères, on est un peu en position de faiblesse, même si on impose quelques taxes que ce soit, même si on impose des réglementations pour la protection de l'environnement, je pense que c'est une position de faiblesse. Je pense que la capacité d'un pays à maîtriser ses réserves, c'est très important, parce que c'est ce pays-là, si bien sûr il est efficient et s'il ne souffre pas de corruption massive, il est en mesure de redistribuer de façon, je dirais, honnête la ressource et l'argent qui vient de cette extraction, par exemple de l'or ou du zinc, par exemple. Donc oui, c'est une bonne chose. Maintenant, j'ose espérer que le Burkina Faso arrivera à monter quand même sur pied une société nationale qui prendra en mesure ses réserves. Alors Rassi, on parle du Burkina Faso, mais des codes miniers qui ont tendance à davantage profiter aux entreprises étrangères qu'à nos États, et il y en a pas mal sur le continent africain. Oui, il y en a pas mal, mais il faut dire que nos États n'ont pas assez de ressources financières, disons, pour créer des sociétés, mais il faut que ces sociétés, si une société étrangère arrive dans un pays pour exploiter les mines dans un pays, il faut que l'État rentre dans le capital, non pas à 10%, parce que le problème, ce n'est pas seulement d'être dans le capital à 10 ou 15%, c'est surtout les droits de vote. On peut avoir 15, 20% et avoir des doubles droits de vote, c'est-à-dire qu'on puisse influencer les décisions, les stratégies de l'entreprise. Parce qu'une entreprise étrangère, on peut participer à voir. L'entreprise peut faire en sorte qu'il y ait peu de bénéfices. C'est bien que pour les comptables, moi j'en suis un, on peut arranger les bilans pour qu'il y ait moins de bénéfices, comme il peut y en avoir plus. Il suffit de regarder les relations avec la maison mère, comment est-ce qu'on se refacture. Mais du moment où on est dans l'entreprise, par exemple, on détient au moins les droits de vote, environ dans les 50% ou les 40%, on peut décider, ce qui fait qu'on décide en fonction de ce qui avantage le pays. Mais dans beaucoup de pays, il y a la corruption. Comme il y a la corruption, c'est facile, disons, d'avoir de l'argent de la part de ces sociétés sans que ça rentre déjà dans les finances de l'État. Donc, beaucoup de dirigeants, beaucoup de présidents africains préfèrent passer par des sociétés étrangères qui ont pratiquement les 100% du capital, mais qui redistribuent à côté, donc ils reçoivent de l'argent à côté. Mais ce sont les peuples qui perdent, alors que ces mines appartiennent aux peuples. Ce sont ces mêmes mines, par exemple, qui doivent servir au développement de l'Afrique. Or, on voit bien que ces sociétés étrangères exploitent, exportent dans les pays, et nous achetons les produits finis, alors qu'on pouvait déjà travailler sur ces produits. Même si on parle de Burkina Faso avec cet or, beaucoup de pays africains ont besoin de lingots d'or. Ça fait partie des réserves monétaires. Donc, il peut aussi, au lieu d'aller acheter les lingots d'or à l'étranger, on peut les acheter directement en Afrique. Alors, Jean-Marie, on parle des sociétés étrangères, de ces sociétés peu scrupuleuses et qui viennent profiter de nos ressources, mais il y a également des États africains qui sont peut-être un peu trop conciliants avec ces grandes compagnies. Justement, Amira, le problème que vous soulevez, on l'a soulevé à plusieurs reprises sur ce plateau. Moi, je me réfère au reportage. Regardez un peu, si vous voulez, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve un pays comme le Burkina qui vient de découvrir l'extraction minière. Et quand vous regardez l'environnement, c'est-à-dire fiscal, l'environnement fiscal, c'est quoi? Dans le reportage, on nous dit que les sociétés étrangères payent, comment dirais-je, un taux d'imposition de 17%, alors que les autres sociétés en sont à 27%. Donc à partir de là, j'ai toujours, si vous voulez, sur ce plateau, mis en avant, c'est-à-dire un point qui est essentiel pour moi, qui est le suivant, c'est que la valorisation, quand vous créez une entreprise, vous avez ce qu'on appelle les apports en capitaux, vous avez des apports en nature, vous avez des apports sur l'intellect et tout ce qui s'ensuit. Mais dès l'instant que vous oubliez ça, qu'est-ce qui se passe principalement chez nous en Afrique? La valorisation du capital n'a aucune commune mesure par rapport aux matières premières qui sont censées être exploitées. Donc, de mon point de vue, il est important que les États africains puissent se rendre compte que la façon dont
on valorise le capital d'un côté et les ressources naturelles de l'autre, pourquoi pratiquement dans la pratique économique actuelle, ce ne sont pas les États africains qui en sont fautifs, mais c'est aux Africains de pouvoir remettre ça en cause. Parce que nous avons les ressources naturelles. Sans ces ressources naturelles-là, vous allez investir votre capital où? Donc à partir de là, la valorisation, l'évaluation des apports au départ doit être dans le gagnant-gagnant. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que aujourd'hui, vous nous apportez le capital, c'est bien important, mais en contrepartie, sans nos ressources naturelles, vous n'utilisez pas votre capital. C'est aussi simple que ça de mon point de vue. Donc à partir de là, une initiative comme celle du Burkina Faso, là, dont on nous parle d'1%, 1%, ça représente quoi par rapport à une firme multinationale? Il y a aussi, si vous voulez, l'envers du décor dont parlait Gratien là tout à l'heure. On sait tous, des hommes, du moins les gens qui comprennent la comptabilité, comment est-ce qu'on peut maquiller un bilan comptable. Donc à partir de là, les sociétés, c'est-à-dire les États africains n'ont pas à se préoccuper, si vous voulez, de ce que, comment dirais-je, non pas à se préoccuper des idées des firmes multinationales, parce que les firmes multinationales viennent pour travailler sur le court terme. Eux, ils regardent la rentabilité immédiate, alors que les États ont, comment dirais-je, à assurer le développement des pays qui se fait sur une longue période. La firme multinationale joue sur la courte période, elle arrive, on a vu un exemple ici, là, dans le reportage, on a donné 12 millions d'euros pour créer une mine au Burkina Faso. Au bout de quelques temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit oui, parce que les cours internationaux se sont effondrés, dont les 12 milliards sont partis où? Les 12 millions d'euros qui ont été donnés, on ne sait pas. Donc à partir de là, il est temps que les États africains, c'est-à-dire c'est-à-dire ficeler, c'est comme ça que je le dirais, ficeler les contrats, c'est-à-dire qu'ils signent avec des firmes multinationales, de manière à ce que ce soit vraiment du gagnant-gagnant, que les économies africaines ne soient pas en permanence perdant dedans, parce qu'on survalorise le capital financier au détriment des ressources naturelles. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine Newsroom. À tout de suite.